on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Je suis une cible pour ce qu'on a en face. Putain, mais c'est génial, quoi. Ça veut dire que je ferai quelque chose. C'est génial d'avoir la preuve que je les gêne. Donc, il faut continuer. Propagation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Ledy et j'ai le plaisir d'animer depuis quelques mois Propagation. Propagation, c'est quoi ? C'est le podcast qui décode la guerre informationnelle, produit par Opsi.ai. Notre objectif, c'est de mettre en avant le travail de celles et ceux qui contribuent à lever le brouillard qui pèse sur nos sociétés numérisées. On le fait en audio, on a enregistré une vingtaine d'épisodes depuis 2025 et à présent aussi pour quelques épisodes en vidéo. Pourquoi on le fait en vidéo ? Comme on le dit souvent, pour propager Propagation et donc pour élargir quelque peu notre audience. La vidéo va nous permettre également de donner corps à ces entretiens. Vous le voyez toutes et tous autour de vous, les guerres ne se gagnent plus aujourd'hui seulement avec des tanks et des missiles, mais aussi avec des récits. Et on est en plein dans ce qu'on appelle l'arsenalisation du débat public. Celui qui façonne la réalité, c'est celui qui parvient à promouvoir son récit. C'est ce que certains experts appellent contrôler le narratif. Et c'est devenu l'un des nerfs de la guerre. Well, we need to move. The markets are going to want to know who's behind the wheel. We need to control the narrative. Control the narrative. You probably yell that when you come. Oh, control the narrative. Oh, control it. Control the narrative. Oh. Des tentatives de contrôler le narratif, on en voit partout. Dans la fiction, mais aussi et surtout dans la réalité. Et l'un des cas exemplaires ces dernières années, c'est évidemment la guerre en Ukraine. La propagande russe essaye d'imposer sa version. C'est ce qu'on appelle le framing, une détermination volontaire et proactive du débat public qui permet d'en définir les bornes, de l'encadrer. Alors, comment on sort du cadre ? Comment on s'extrait de cette cage informationnelle ? Eh bien, c'est justement les questions qu'on se pose dans Propagation. Et pour ce premier épisode en images, je reçois quelqu'un qui parvient à concilier le confort des plateaux télé avec une chaîne YouTube très regardée. Le truc intéressant, c'est que c'est pas seulement un commentateur. Il s'engage dans le champ humanitaire pour aider les combattants ukrainiens et sur le front informationnel pour contrer les narratifs russes. Et ce qu'on va voir avec lui, c'est comment on mène la bataille sur le front de l'info. Laissez-moi juste m'asseoir et on y va. Xavier Titelman, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Propagation. Merci de m'accueillir. De rien, on est ravis de vous avoir. Vous êtes consultant en aéronautique, toujours, ancien militaire. Vous étiez navigateur aérien de la Marine nationale, on y reviendra peut-être. Mais depuis février 2022, vous êtes devenu l'un des analystes les plus visibles, on va dire, du conflit ukrainien, notamment sur X, anciennement Twitter, où vous ferraillez régulièrement, mais aussi sur YouTube, où vous comptez, je viens de vérifier, plus de, et je regarde mes notes, 575 000 abonnés. Ah, c'est une nouveauté. Bah ouais, 575 000 bientôt. Bravo à vous. On en est loin sur Propagation. Hein, ça ne tient qu'à nos abonnés Abonnez-vous. de remplir notre jauge. Vous intervenez donc régulièrement sur Twitter ou sur X. Vous avez votre rond de serviette sur LCI où vous déchiffrez l'évolution du conflit, j'allais dire presque en temps réel. Et on y reviendra tout à l'heure. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous vous contentez pas d'analyser. Vous levez des fonds, vous livrez du matériel aussi aux unités ukrainiennes et vous allez sur le terrain. Donc il y a plusieurs choses qui vous distinguent et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et c'est notamment cette posture hybride parce que vous êtes à la fois l'expert qui va donner son avis, qui va analyser et déchiffrer les évolutions du conflit au regard de ce que vous connaissez, de la stratégie militaire, ce que vous pouvez faire. Et puis, vous êtes aussi un militant qui s'engage sur cette question de la défense nécessaire de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et avec même, parce qu'il y a la côté militaire, soutien opérationnel et levée de fonds, mais de par mon passé de consultant en aéronautique et en défense et en innovation, j'ai aussi participé à la montée en cadence de la production ukrainienne dans les usines, dans l'industrie. Et j'ai toujours un lien très fort avec les industriels, donc ça me permet de voir les innovations aussi. Et vous me faites ma première transition. Ce lien-là, il remonte jusqu'à quand ? Parce que qu'en préparant l'émission, je me suis dit que vous aviez eu une révélation au moment où les chars russes entraient en Ukraine, mais c'était avant. Votre lien avec l'Ukraine, il date d'avant. Alors, à la base, en fait, ma première visibilité médiatique, c'est 2012-2013. Je commence à expliquer des crashs aériens. D'accord. Et donc, en juillet 2014, les Russes abattent un avion dans l'est d'Ukraine, le MH17. Et moi, comme d'habitude, j'explique ce crash sur mon petit blog, qui est complètement secondaire. Sauf que, ayant une analyse qui est scientifique, elle s'éloigne du narratif russe qui était de prétendre que c'était les méchants Ukrainiens qui avaient abattu l'avion pour faire accuser les Russes. Et ils accusaient notamment des avions de chasse ukrainiens. Or, ces avions de chasse, c'est mon truc, ils ne pouvaient pas voler à cette latitude ni à la vitesse pour l'abattre, et donc je démonte le narratif russe. Donc les Russes attaquent mon blog.
Donc ils font tomber mon blog. Dès ce moment-là. Et moi, en fait, je suis en front avec les Russes depuis 2014. Alors attendez, Xavier Titelman, comment ça ils font tomber votre blog? Ils font une attaque DDoS classique? Comment ça se Alors, passe? je suis pas suffisamment technicien, j'avais un WordPress pourri. Donc c'est sans doute une Et c'est attaque ça, DDoS classique, certainement. c'est-à-dire qu'ils ont saturé vos serveurs pour que le blog ne soit plus accessible, c'est ça? Exactement. Très Donc, bien. comme je suis un peu con quand on m'attaque, je monte d'un niveau. Donc, je passe sur le Huffington Post. Je fais des articles de plus en plus pointus, à tel point qu'ils sont partagés par les ambassades d'Ukraine, en Canada, en France, en langage francophone. Du coup, les Russes m'attaquent encore plus. Du coup, ça commence à être en front sur Twitter. Et à partir de ce moment-là, je commence à faire... Alors, il faut savoir que de 2013 à 2017, je travaillais au centre de gestion de crise interministériel qui s'appelle le COGIC. Et j'étais en charge du développement de la veille des médias sociaux en gestion de crise. Ce qui pouvait vous aider à avoir un certain nombre d'éléments ou de bons réflexes sur les réseaux sociaux. Ça s'appelait pas de l'OSINT à l'époque, mais en gros, c'était comment aider les pompiers à collecter plein de données pour, les pompiers et les secours, améliorer leur réponse opérationnelle. Sauf que quand on cherche des données sur les Russes qui essaient de se cacher, qui font passer, j'ai participé aux enquêtes collaboratives sur la recherche des Russes. Fallait pas me faire chier, en fait. Ils m'ont fait chier. Et donc, à partir du moment-là, quand je donnais des conférences sur la désinformation, à chaque conférence, je trouvais une nouvelle pépite sur la désinformation russe. Quand ils utilisaient des images de jeux vidéo pour faire accuser les Américains, comme quoi ils travaillaient avec l'État islamique. Ce qui était faux, c'était une image de jeu vidéo. Mais ils l'ont partagée officiellement sur leur compte Facebook officiel de l'armée russe. Ça, c'était à quelle époque? C'était 2017, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, vous devenez de fil en aiguille un spécialiste du démontage de ces narratifs russes, notamment sur les questions... Pas que russes, les islamistes, militaires, oui. etc. Il y a beaucoup de sujets, mais c'était quand même aéronautique et défense, c'est les deux mamelles. Et donc, j'avais depuis 2014 des liens en défense de l'Ukraine. Et vous étiez déjà allé sur le terrain ou vous allez sur le terrain en Ukraine à partir du moment où les Russes y vont aussi, puisque chacun monte d'un cran, vous y allez aussi. Mais ma chaîne YouTube arrive beaucoup plus tard, Ouais. à la fin des années 2010, et je fais des analyses militaires. Comment les Américains ont envahi Oui, vous l'Afghanistan commencez d'un point de par vue là. aérien. Voilà. Et donc, quand en avril 2021, les Russes commencent à s'organiser pour envahir, je le vois, c'est visible, il y a les images satellites, il y a des informations sur place, et je fais une vidéo préparation d'invasion. Elle porte ce nom-là en avril 2021, c'était clair. Et donc les Russes recommencent, et je recommence à avoir des comptes sur Twitter, sur YouTube, qui commencent à faire « non, c'est n'importe quoi, c'est de la désinformation ». Et ils commencent à m'attaquer en masse. En décembre 2021, je dis « il va se passer ça ». En début février 2021, j'explique de quelle manière ils vont envahir. Et là, j'ai des attaques tellement massives, avec des commentaires tellement nombreux, qu'ils arrivent d'abord à signaler ma vidéo comme étant de la désinformation. Ils font disparaître ma vidéo de Twitter après qu'elle ait fait plus d'1 million de vues. De Twitter et De YouTube, de pardon. YouTube, ouais, De YouTube. Et quand, 10 jours après, ils attaquent ma vidéo qui a été disparue de YouTube parce que c'était de la désinformation, alors que je faisais que décrire ce qui s'est vraiment Ils ont passé. utilisé les mécanismes de signalement en la D'accord. signalant comme étant de la désinformation, c'est ça qui s'est passé? Exactement. D'accord. Et sauf qu'on veut dire à YouTube, c'est pas de la désinformation, j'ai raison. Si, vous êtes de la désinformation, ça a été prouvé par le nombre de personnes qui vous ont signalé. Voilà, donc ils se servent de ces algorithmes pour faire disparaître les informations. Parfois, ils s'engueulent dans les commentaires entre eux. Pour faire croire à un débat... Avec des menaces de mort, ce qui fait que la vidéo est considérée comme on gère pas bien notre communauté. D'accord. Donc, ils font passer les vidéos interdites aux moins de 18 ans. Donc, en fait, Donnez pas trop de conseils malheureusement, c'est ce qu'ils font. aux gens qui Mais je pense qui veulent contrer les Russes le savent déjà. les narratifs malheureusement. pro-ukrainiens, comme on dit. Oui, les Russes le savent déjà. Et les entreprises qui travaillent notamment à ces mécaniques de désinformation sont très au courant de ce que vous décrivez là. Vous parliez de 2021. L'invasion russe, c'est 24 Février 2022. Donc, à ce moment-là, les chars russes rentrent en Ukraine. On s'en souvient. Alors, pour celles et ceux qui s'en souviennent pas, parce que l'actualité est un peu rapide quand même, on a une opération qui vous concerne, puisque vous, ce qui vous intéresse, comme vous dites, c'est souvent l'aéronautique. Et donc, on a une intervention qui se passe beaucoup par les airs aussi. Les chars rentrent, mais il y a des avions qui Bien arrivent, des paras qui sont envoyés sur Sur Kiev, Hostomel. avec pour objectif, on le rappelle quand même, d'aller chercher Zelensky. Ils ont l'ambition de le faire. Heureusement pour les Ukrainiens, ça s'est pas passé comme ça. Les Russes n'avaient pas les compétences que les Américains ont prouvées, par exemple, au Venezuela. Leurs opérations aéroportées ont été des échecs. Par exemple, l'aéroport d'Hostomel, qui devait servir de point d'appui. Comme ils n'ont pas eu ce point d'appui, ils ont dû faire une noria de voitures qui ont créé un embouteillage de 200 km qui fait qu'ils n'avaient plus d'essence, etc., qui s'est très mal passé. Mais ce qu'il faut juste avoir à ce moment-là, c'est que j'ai la chance d'être avec une communauté qui a déjà plusieurs centaines de milliers d'abonnés. J'ai mon Discord, j'ai plein de monde, et je donne des cours à l'école de guerre économique. Quand cette guerre commence, je dis à ma communauté,
refaisons ce que je faisais au centre de gestion de crise au COGIC. Et donc, je dis à ma communauté, créons une carte collaborative pour aider les gens à évacuer. Et donc, j'ai aidé milliers de bénévoles. Et alors là, on rentre au cœur du sujet que l'OSINT. je voulais aborder pour propagation. C'est vraiment ça, c'est le lien entre votre communauté, vous, j'allais dire en tête de pont, pour C'est moi qui suis visible. des très expressions, c'est vous qui êtes visible, c'est vous qui prenez aussi les coups quand on vous en met. Mais il y a toute une communauté derrière vous. Vous n'êtes pas tout seul Oui. et vous vous êtes organisé. Et ça, c'est à quel moment vous vous êtes dit, tiens, les outils numériques, vous avez travaillé au GOGIC comme vous l'avez dit, on va rappeler, vous pouvez rappeler ce que c'est d'ailleurs et comment ça se structure pour nos auditeurs, auditrices et spectateurs, spectatrices maintenant. Mais comment ça se structure et comment vous vous êtes dit, tiens, on va faire un Discord, je vais inviter des gens à venir. Qui sont ces gens et en quoi ils vous aident? En fait, c'est même pas à ce moment-là que ça commence. C'est quand il y a les attentats du Bataclan, Ouais. quand il y a le crash de la Germanwings, quand il y a le déraillement de train de Bretigny ou des épisodes neigeux, j'étais habitué à faire du travail. Moi, l'intelligence collective, j'y crois. Faire des enquêtes collaboratives, j'y ai contribué. Et donc, refaire pour cette guerre ce à quoi je suis habitué de par mon métier depuis 4 ans, mais j'ai déjà quitté le COGIC depuis 4 ans, mais finalement faire des classeurs avec des informations qui sont triées et mettre un team leader qui me dit toi tu surveilles Twitter en anglais, toi tu fais la traduction, toi tu vas vérifier plutôt Facebook, et avoir des informations qui permettent d'épingler des données sur une carte, mais aussi d'avoir de la remontée d'informations. Et quand je fais mes premières vidéos et j'explique que les Russes, ça va mal se passer pour telle et telle raison, ce que j'avais dit 2 semaines avant dans ma vidéo qui avait été supprimée. Je suis en contradiction totale avec le narratif général de tous les intervenants dans les médias qui disent qu'en gros, l'Ukraine c'est foutu et que dans 2 semaines c'est mort. Sauf que moi je sais qu'à tel endroit, les Russes ont eu des pannes d'essence, que là ils ont subi une contre-offensive, que là ils ont perdu des forces, que là ils ont plus de troupes. Donc je sais réellement vous ce qui avez se ces passe. remontées d'infos, vous pouvez les analyser presque en temps réel et vous avez cette espèce de puissance derrière vous de la communauté qui, encore une fois, vous distingue des autres experts et des autres analystes et qui aussi nous permet de dire en tant que propagation qu'on on critique souvent les architectures informationnelles, notamment des réseaux sociaux, et elles sont hautement critiquables, on y reviendra, mais les outils numériques, et on en a parlé avec Rémi Gerbet de Wikimedia France, les outils numériques bien utilisés permettent de fédérer des communautés et d'obtenir effectivement une information que les autres, qu'ils soient journalistes, experts, anciens militaires, anciens généraux à la retraite, etc., ne peuvent pas avoir. Et c'est ça aussi votre véritable force. Alors, aussi parce qu'il y a des réponses opérationnelles médicales qui se font. La Croix-Rouge, le retour d'expérience, par exemple, du tsunami au Japon, dans lequel ils disent, noir sur blanc, que les gens ont survécu parce qu'ils avaient accès à Internet, qu'ils savaient où étaient les distributions d'eau, etc. Donc, survivre, savoir par où évacuer, savoir où sont les forces militaires, et les Ukrainiens le font aussi, avec leur application qu'ils développent en 3 jours, pour que le civil de base puisse dire « il y a un Russe dans mon jardin », et pour pouvoir un ciblage. Donc la remontée d'informations, moi c'était en source ouverte, les Ukrainiens, pour eux, ils y croient réellement, et je rêve du jour où la France, les autorités françaises, pourront dire à la population « aidez-nous à identifier quel est l'hôtel dans lequel il y a de la pédophilie, cette chambre d'hôtel c'est où ?» Voilà, ça, c'est quelque chose qui a été utilisé, qu'on pourrait mettre en œuvre en France, mais malheureusement qu'il ne l'est pas assez. Et alors, un deuxième petit détail, allez-y, Xavier. C'est le fait d'avoir cette carte collaborative et ces gens qui évacuent. Je commence aussi à avoir des contacts directs sur le terrain, y compris que des Français volontaires, des brigades internationales comme à l'époque de l'Espagne, qui vont sur place. Qui vont assez vite sur place, d'ailleurs, dès fin février. Dès fin février, ils y sont. On a des gars qui passent la frontière le 27, le 28 février pour aller se battre et qui sont engagés à Irpin. Et ces gens me remontent des informations. Donc j'ai plus seulement des données qui sont aux INT, j'ai des contacts directs avec des associations, etc. Avec un élément particulier, c'est que je veux pas faire d'argent sur la guerre. Alors, ça aussi, c'est important. 2 choses importantes quand même, parce que je me rends compte qu'on n'a pas précisé ce que voulait dire OSINT depuis le début, donc c'est le renseignement en source ouverte pour celles et ceux qui ne le savent pas. Premier point. Et deuxième point, effectivement, ça c'est aussi important. Vous dites, vous ne voulez pas faire d'argent sur la guerre, c'est-à-dire que vous démonétisez toutes les vidéos. Ma première vidéo est démonétisée, et je précise bien à ma communauté en disant, je ne veux pas gagner d'argent sur les gens qui meurent, donc cette vidéo ne me rapportera pas d'argent. Et quelque chose qui monte très fort, les commentaires les plus likés sur ma vidéo, alors qui fait des centaines de milliers de vues, donc qui rapporte des milliers d'euros. Ça rapporte beaucoup YouTube. Les gens me disent, mais on s'en fout, mets des pubs comme d'habitude et utilise cet argent à bon escient. Donc, dès fin février 2022, je donne de l'argent pour payer le carburant pour l'évacuation d'un orphelinat à Kharkiv.
Et là, mais alors là pour vous, ça vous paraît naturel, mais pour Bah oui. des gens qui regardent de l'extérieur, moi je suis ancien journaliste, donc évidemment il y a cette espèce de quelques universitaires qu'on reçoit ici ont la même éthique, on va dire, ce genre de neutralité axiologique, et donc ça paraît bizarre et étrange de voir quelqu'un comme vous, je disais tout à l'heure en intro, un être un peu hybride, qui se dit mais non, mais en fait je suis engagé, j'y vais, et donc du coup Oui. j'utilise l'argent, une partie de l'argent en tout cas que je gagne pour aider les Ukrainiens sur place, et moi-même, et ça c'est plus tard, mais vous allez en parler, moi-même, je vais aller sur le terrain, non pas pour faire du contenu, vous en faites aussi, vous faites des vidéos sur place et j'encourage chacun et chacune à aller regarder la chaîne et s'abonner à la chaîne de Xavier Titelman. Vous allez gagner peut-être 2 abonnés avec nous. Mais merci. Super. Bienvenue. Donc vous allez sur place et ça, à aucun moment vous vous dites tiens, ça risque de me poser problème. Alors, déjà en termes de sécurité, je suis un ancien militaire, même si je considère que j'avais jamais pris aucun risque dans l'armée française, je me suis quand même craché. Donc il y a eu 2-3 trucs qui étaient pas forcément choupi, des feux aux cabines, etc. Mais entre le Tchad, la Côte d'Ivoire, etc., j'avais l'impression de savoir ce que c'était que la guerre, et c'était pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Quand on fait l'armée et qu'on est à 3000 mètres d'altitude au-dessus des Darfour, en fait, c'est les mecs de l'armée de terre qui subissent la guerre. Nous, on mange des pizzas en regardant les gars en caméra infrarouge de loin. Et ça, c'est la réalité. Donc moi, je me suis pas dit, je me mets en danger, et puis j'avais des contacts avec des dizaines de Français qui étaient déjà sur place, qui se battaient, et ces associations qui me demandaient de l'aide aussi. Et donc, dès le début, le fait d'avoir ces contacts avec ces gens et qui m'expliquent la réalité du terrain, qui est assez éloignée de ce qu'on voyait, que tout le monde, un pays détruit. Et la première fois que j'y ai été, je m'attendais à un pays où les gens sortent pour acheter 3 pommes de terre et retournent se cacher dans leur cave. Alors qu'en fait, c'est un pays qui vit, voire même les gens de Kiev, les militaires qui sont en pause, ils vont prendre 3-4 jours et puis ils vont à Kiev et puis ils font la fête, puis ils vont au resto. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif. Mais aller sur place, c'était effectivement pour amener du matériel réellement, physiquement, concrètement, en conduisant une voiture depuis la Pologne. Il y a eu en des amenant. véhicules, 26 véhicules notamment. On est à 40 maintenant. 40 maintenant, mais à l'époque c'était 26. Faut imaginer les collectes. Ouais. Il y a 2 collectes. Il y a une collecte pour soutenir les militaires qui doit générer quasiment 250 000 euros par an. C'est les militaires qui les gèrent, mais c'est moi qui la mets en avant. C'est moi qui la promeut via ma chaîne et mes réseaux. Et une partie du matériel, il ne faut pas lâcher sur place. Mais c'est du matériel simple, c'est des drones, etc. Donc il faut les amener. Parfois, j'assure une partie de cette logistique-là. Pas de matériel qui tue parce que ça ne passerait pas la frontière. Il y a une collecte civile. Là, j'ai passé un partenariat avec une association parce que je ne savais pas le gérer, mais on parle de 500-600 000 euros par an. Et il y a l'argent de ma chaîne YouTube que je continue à donner. J'ai donné 60 000 euros. Alors YouTube plus mes passages télé, j'ai donné 60 000 euros de mon chiffre d'affaires personnel l'année dernière. Parce que passage télé, vous avez aussi effectivement, je le disais, votre conserviette sur LCI qui vous rémunère pour ce que vous y Bien faites, sûr. ce qui est tout à fait normal et naturel. Du coup, je ne garde pas. Du coup, vous ne gardez pas, vous gardez heureusement pas tout. Enfin, heureusement, non, d'ailleurs, certains se posent même pas la question, mais vous la posez et vous êtes assez transparent sur ce sujet-là. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est ce que vous disiez dans l'introduction tout à l'heure, c'est-à-dire que vous arrivez en Ukraine, mais vous participez aussi à l'accompagnement logistique et à un certain nombre d'accompagnements, j'allais dire, industriels. Enfin, c'est vous qui l'avez dit, d'ailleurs. Bah moi, c'est l'industrie 4.0. Ouais. J'ai bossé des années dans l'industrie pour les aider à accélérer, prendre des nouvelles méthodes, l'innovation avec des boîtes, je ne vais pas citer les boîtes, mais voilà, les grands industriels. On n'est pas à la télé, on est sur YouTube. Hein, voilà, comment on peut faire. Par exemple, j'ai fait 2 ans de quels sont les cas d'usage des big data pour Airbus dans l'aviation. Comment réduire le coût de la maintenance pour les navires, pour la marine nationale. Quel est l'état des lieux de l'industrie de la guerre chimique en France? Cette expertise-là, elle est essentielle sur un terrain comme l'Ukraine. Quand on va en Ukraine, ça aide un peu. Et puis après, comme il y a un peu de moyens, ils choisissent d'acheter des imprimantes 3D, des CNC, des graveurs de circuits imprimés, etc. Et concrètement, on produit même des prothèses pour la main pour aider un blessé. Enfin, il y a plein de choses qui sont produites à partir des équipements qu'on amène. Donc entre les connexions, le réseau que j'essaye de créer entre des boîtes françaises, des volontaires français, des entreprises françaises, de ma communauté qui disent mais moi je fais des aciers aéronautiques, est-ce que tu crois que je peux aider? Ma communauté qui me dit est-ce qu'on peut participer en faisant des imprimantes 3D? Et donc ma communauté a imprimé des centaines et des centaines d'embouts de périscope. Parce que comme ça, on ne sort pas la tête, on regarde dans son périscope avec 2 miroirs qui font sur place. Pas de périscope de sous-marin, précisons quand même. Des périscopes comme on les voit dans les films. C'est des périscopes pour quand on est planqué, effectivement, essayer d'aller voir ce qui se passe sur le terrain sans pour autant sortir la tête. Exactement. C'est assez pratique et fabriqué effectivement en imprimante 3D. Donc on a des communautés dans la vôtre, juste parce que, alors là, c'est vraiment une question que je n'avais pas prévu de poser, mais qui à titre personnel m'intéresse, donc pourquoi pas, on est là pour ça. Votre communauté, elle s'articule comment? C'est quoi les gars et les nanas qui sont dans
votre Discord. C'est des gros C'est des nerds. hommes, hein. C'est beaucoup d'hommes. Ouais. C'est 93% d'hommes. Ok. Ma communauté n'est pas du tout équilibrée, mais on parle de sujets aéronautique et défense, et j'aimerais... Les petits garçons, ils aiment bien les tanks et les missiles. Hein, c'est un petit peu encore plus très- que les petites filles, mais j'invite toutes les petites filles à venir s'intéresser. Et dans la marine, et dans l'armée ukrainienne, on a beaucoup de femmes qui sont engagées dans la défense aérienne et qui meurent dans le quotidiennement médic, bien sûr. sous les et balles. qui sont engagées aux côtés de leurs camarades militaires. Donc, et qui se revendiquent féministes en plus, c'est ça qui est rigolo. Moi, je suis une vraie féministe, moi, je suis sur le front, moi, je suis égale des hommes, moi, je vais me battre avec eux. Ok, c'est pas. Fair enough. Bref, je parle pas des féministes à la française, mais le féministe à l'ukrainienne, c'est autre chose. On met son corps en opposition. Quoi. Ouais, clairement. Et donc, ça, c'est très valorisant, c'est très sympa aussi. Donc, ma communauté est très, très masculine, très engagée. Et puis, ils sont fans de ces informations et de ces éléments. Et puis, ils voient bien aussi qu'on est en front avec quelque chose qui monte, qui nous attaque directement. Et que cette guerre contre l'Ukraine, elle a déjà des répercussions chez nous. Informationnelles, sur nos réseaux de communication, sur les tentatives d'attentats qui sont réalisées en France par la Russie, sur la désinformation en Afrique, sur les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Tout ça, la Russie est derrière. Donc, forcément, les gens... le hasard a voulu que je sois en front direct sur ça, parce que ça fait 10 ans que je m'en occupe. Mais du coup, les gens apprécient beaucoup aussi de pouvoir participer à cette lutte contre la désinformation. Et on va plonger dedans, mais juste un petit détour et une petite pause sur ce que vous venez de dire autour de l'aspect un peu, enfin, très viril de la communauté. On a un narratif qui circulait depuis un certain nombre d'années, notamment porté par la Russie, qui est aujourd'hui également porté par les États-Unis, autour du fait que l'Occident est complètement délabré, notamment parce qu'il a perdu la notion même de ce qui fait un homme, de ce qui fait d'être viril, et que d'aller combattre, et que de se dire que voilà. Donc là, pour le dire assez clairement, les illibéraux, la droite, l'extrême droite, surtout l'extrême droite d'ailleurs, se revendiquaient de nous, on est des vrais mecs. Le masculinisme, etc. Du masculinisme, toxique ou pas, mais surtout toxique, on est des vrais mecs, on regarde Andrew Tate et puis on va se battre voilà. Ce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que justement le fait qu'un certain nombre d'hommes jeunes ou moins jeunes engagés contre la Russie et pour l'Ukraine reprennent un peu ce narratif et le contre en se disant bah non, en fait les gars, les vrais mecs, ils sont sur le terrain en Ukraine et ils se battent contre les Russes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pour vous est important ? Mais alors, il n'y a pas de revendication masculiniste ou de virilité mal placée chez les combattants. Les combattants, quand on leur parle, ils y vont pour une cause, et c'est jamais un truc politique de défense de la démocratie, etc. Ils veulent éviter que des enfants meurent, ils veulent protéger des femmes et des enfants. Et par exemple, un combattant que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Franck, qui est un tireur d'élite, qui a fait des années dans la Légion étrangère, qui a fait une pause de 10 ans, qui a été là-bas. Qui intervient sur votre chaîne. Et que je l'ai interrogé plusieurs fois. Quand il m'explique pourquoi est-ce qu'il est là, c'est juste pour les enfants. Et effectivement, si lui, il meurt, peut-être qu'il aura évité à quelques papas de mourir, etc. Et donc ça, c'est vraiment... Je souhaite évidemment de vivre très longtemps et d'aller sauver un maximum de monde. Mais quand il va retirer les mines sur une femme qui a été violée pour pouvoir l'enterrer alors que sa mère est juste en face, ça, c'est des choses... C'est ce genre de choses dont on parle. Ouais. C'est du concret, c'est du réel. Donc il y a... je veux dire, la virilité qui s'exprime en étant présent sur le terrain, c'est pas un truc de mec. La virilité qui s'exprime quand une fille va aller sur le terrain, vous mettre votre bandage et vous organiser votre évacuation, la virilité, elle est là. C'est dans le cœur. Et Cyrano de Bergerac, il est viril par son discours aussi. Et Napoléon, c'était la classe parce qu'il a cramé Moscou. Et on a plein de raisons de pouvoir incarner la grandeur, la valeur, la puissance, pas par une agressivité et pas par une masculinité toxique telle qu'on peut le dire. La masculinité toxique, effectivement, là, c'est pas les Russes. Les Russes, eux, ils expriment... Pardon, c'est le contraire. C'est les Russes qui expriment cette masculinité toxique qui détruit. Et donc, ce qu'ils ont réussi à faire croire, c'est ça qui est génial, c'est que c'était eux les défenseurs des valeurs traditionnelles. C'est ça. Alors que quand on regarde sur le papier, c'est le pays qui a le plus d'interruptions volontaires de grossesse, c'est le pays qui a le plus d'infidélité, c'est le pays qui a le plus de... C'est le moins... Les Français vont plus à l'église que les Russes. Il faut quand même le savoir, c'est 17% de pratiques religieuses en Russie, c'est pas beaucoup plus en France, mais ils sont quand même derrière nous. Et donc dans tous ces domaines, violence conjugale, trafic de drogue, les Russes ne sont pas les défenseurs des valeurs
Ça alors? Ouais, Mais faut le dire. C'est étonnant. Hein. Faut le répéter. Il faut le dire, il faut le répéter. Et vous le dites notamment, hein, et vous le répétez, et vous vous faites pas mal tenser. On a évoqué des attaques informationnelles sur vos comptes, sur vous-même aussi. Et donc, avec les collègues d'Opsi.ai, on est allé chercher un peu, on est allé diguer vos communautés, vos messages. On s'est intéressé à X, anciennement Twitter, parce que c'est là où on se dit que ça cartonne le plus. A priori, c'était assez juste. Donc ils ont extrait l'ensemble des mentions qui vous concernent sur X entre juillet 2021 et novembre 2025. Ça fait quand même 17 000 publications qui ont été Interpellations. scrutées. Et interpellations, Ouais. c'est les citations, les commentaires, citations. les interpellations sur 4 ans. Ce qu'on voit d'abord, c'est que votre visibilité, elle explose systématiquement avec les événements majeurs du conflit, ce qui paraît assez logique. Il y a quoi? Il y a le début de la guerre, la formation militaire de l'UE en Ukraine, sur laquelle vous êtes pas mal intervenu. Vos interventions sur LCI, on les remarque aussi. Les annonces de plans de paix, entre mille guillemets, de Trump plus récemment. Et donc, votre courbe de visibilité, elle suit le rythme du conflit ukrainien. Est-ce que ça confirme ce que vous ressentez à chaque fois? Est-ce que c'est... Après, il y a une difficulté entre ce que j'aime, ce que je veux partager et ce qui intéresse les gens. Et donc, par exemple, si je parle de ma chaîne YouTube, je suis passionné d'aviation civile, mais quand je parle d'aviation civile, ça fait un flop dramatique. Je suis passionné d'espace. Quand j'invite un astronaute qui me raconte son histoire de pilotage, c'est génial, mais je fais 20 000 vues au lieu de 200 000 dès que je prononce le mot Ukraine. Donc moi, je ne m'interdis pas de continuer à faire des sujets qui ne fonctionnent pas. Et donc finalement, quand il y a une actu aéronautique civile, je continue à en parler. Mais c'est clair que ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Mais je continue à proposer un large spectre d'informations. Donc après, très clairement, c'est quand j'avance une information structurée, sourcée, par exemple sur le nombre de pertes russes, le nombre de morts qui sont analysés en source ouverte par Mediazona, qui a pu répertorier 130 000 Russes morts nominativement connus. On a leur nom, leur grade, leur âge, 130 000 morts. Et donc les estimations sont encore au-dessus. Juste le fait d'avancer cette information, je suis un menteur, propagandiste, etc. Et donc je vais être attaqué, signalé, et tout ce qu'on veut Parce que derrière. côté russe, à l'heure actuelle, on dit qu'il y a combien de morts? Il n'y en a pas? Peut-être pas du tout, pas beaucoup en tout cas. Non, ils peuvent pas nier qu'il y ait des morts, mais ils avancent plus de chiffres. Et le narratif, c'est que les Ukrainiens ont perdu des millions d'hommes, alors que les cimetières ukrainiens sont accessibles, qu'on a des listings officiels, qu'il y a des primes qui sont versées aux familles, contrairement au côté russe. Donc on a des sources beaucoup plus précises avec des comptabilités. Par exemple, UA Losses répertorie plus de 140 000 morts et disparus du côté ukrainien, parce qu'il y a une grande transparence du côté ukrainien. Bien sûr, mais c'est ça qui distingue aussi un régime encore démocratique d'un régime qui ne l'est plus. Et c'est ça qui fait aussi que les Russes prétendent que les données partagées ouvertement par le gouvernement ukrainien et qui sont certifiables en OSINT sont fausses. Voilà. Et donc, logiquement, ils ne peuvent pas accepter que des données OSINT soient négatives dans le narratif russe. Et d'ailleurs, en parlant vous revenez sur l'OSINT, mais c'est effectivement un des sujets intéressants sur lequel on vient vous chercher. Je reviendrai sur la typologie des attaques après. Mais est-ce que vous travaillez avec des services de renseignement? Est-ce que certains services viennent vous voir? Si je vous dis non, vous me croirez pas. Absolument. Donc, de toute façon, je vous dirai non, mais c'est vrai. Voilà. Donc, je peux pas. Par contre, je suis réserviste dans l'armée de terre, ce qui fait que je fais du débriefing sur ce que je vois en Ukraine et qui est aussi structuré en OSINT. Mais c'est plus parce que je dors dans des tranchées en Ukraine jusqu'en ligne de front que j'ai parfois une vision, tiens, vous savez, pour éviter les drones, telle et telle chose. Donc, je fais du retour d'expérience. Mais j'ose espérer que les services de renseignement n'ont pas besoin de Xavier pour voir ce qu'il y a en OSINT. On l'espère pour eux. Je crois qu'ils sont peut-être abonnés à votre chaîne, sans doute. Certainement, mais certainement. Et, par contre, je sais que les Russes regardent en face, et donc toutes mes vidéos sont screenées notamment par les Ukrainiens. Quand je fais un tournage dans une usine, par exemple, j'ai vu le Flamingo. Le Flamingo, c'est un des missiles les plus sensibles. Je suis le deuxième étranger à rentrer dans cette usine parce qu'il y a vraiment une confiance. Il y a Associated Press, puis Xavier, qui a été dans l'usine du Flamingo. Derrière, évidemment, là, j'ai pas pu filmer. C'est eux qui m'ont donné 2-3 photos, mais j'ai fait une interview et ils ont vérifié les images et ils ont confiance en moi dans ma capacité à flouter ces informations parce que je sais, pour avoir fait ça
Par le passé, je sais à quel point une pancarte des toilettes dans un coin permettrait d'identifier un lieu. Ouais, vous savez protéger effectivement vos sources et vos informations. Et c'est vrai qu'on laisse plein de traces, même sans le vouloir, et les auditeurs s'en servent pas mal. Pour rester sur les typologies d'attaques et l'analyse qu'on a effectuée de vos réseaux, il y a une majorité des publications, et vous serez heureux de l'apprendre, qui saluent quand même votre personnalité et vos prises de position, et qui vous critiquent pas ou très peu dans les commentaires. En revanche, il y a un sixième, à peu près 17% des contenus qui vous critiquent, et un petit quart qui vous insulte de ce sixième-là, qui vous insulte frontalement. Et ça j'ai l'impression que ça vous fait marrer, ou que vous aimez bien répondre du tac au tac. Déjà, ça me gêne pas. Ouais. Il y a une phrase de Cyrano de Bergerac que je cite à chaque fois, c'est « On n'abdique pas l'honneur d'être une cible ». On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Je suis une cible pour ce qu'on a en face. Putain, mais c'est génial, quoi. Ça veut dire que je ferai quelque chose. C'est génial d'avoir la preuve que je les gêne. Donc, il faut continuer. Donc, il faut insister. Et comme ils ont commencé en 2014 à m'attaquer, ça m'a fait monter en puissance. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Et à aucun moment, je vais pas aller trop sur l'intime et le personnel. On n'est pas là pour ça. Mais à aucun moment, ça vous a fait peur. Ça vous a vos proches. Non, enfin, après, je pense pas être d'une importance suffisante pour être en danger. Okay. Peut-être que dans le narratif qui s'est instauré dans le monde francophone, peut-être que je fais 1% de ce qui est visible, et que tant mieux si ça a été utile. Maintenant, mon effet réel sur le terrain, c'est de pouvoir financer des containers médicalisés, qu'il y a 15 000 Ukrainiens qui ont été soignés dans ces containers, et que peut-être qu'il y a quelques centaines de mecs j'espère des dizaines, qui ont juste perdu une jambe au lieu de mourir grâce à ces containers qu'on a financés. Donc moi, mon rôle, il s'arrête là, et il ne se passerait rien d'autre. Donc je ne me sens pas en danger. Il y a des mecs qui m'insultent. Je pense qu'il y a eu des approches par des services qui ont essayé de me mettre des nanas dans les pattes, et ça ne s'est pas passé comme ils le pensaient, par hasard, parce que j'étais en retard pour un rendez-vous. Oh tiens, vous êtes conscient qu'il y a des honeypots par certains services russes, dites donc. Mais j'ai pas eu, depuis très très longtemps, depuis je dirais 2017-2018, où les Chinois m'avaient contacté sur LinkedIn pour m'inviter, parce que j'étais préparateur de mission sur Rafale à l'époque, et ils m'avaient invité à faire des conférences bien rémunérées sur LinkedIn, que j'avais refusé évidemment de faire. Ils ont supprimé leur compte et leur tweet ensuite, j'ai pas pu les retrouver malheureusement. Donc j'ai eu des choses comme ça qui étaient trop grosses pour être vraies. Mais ensuite, des mecs du tout venant qui m'insultent dans la rue, etc., ça arrive. Des mecs qui me disent qu'ils vont me casser la gueule. Donc je me suis remis au MMA. On ne fera pas de démonstration, mais je crois que votre nez parle. Non, en fait, je me suis pris la porte d'un blindé en Ukraine. Je suis rentré lundi d'Ukraine, je me suis pris la porte d'un blindé, c'est beaucoup moins glorieux. Xavier, dites pas la vérité, enfin. Merde, pourquoi vous êtes transparent? Dites que vous êtes cassé la gueule dans un combat, dans une tranchée. Avec un russe. Non. Pour finir sur ça, moi, je me sens pas en danger quand je parle. Ou en tout cas un danger tout relatif quand on a été dans des tranchées, ou qu'on est en voiture et qu'on va sur une position et qu'il y a le détecteur de drone qui sonne, ou alors que je suis poursuivi par un kamikaze FPV en ville à Kramatorsk. Le niveau de risque que je prends en parlant ici, il est tout relatif, quoi. On espère que ça va rester, comme ça. Donc on a aussi étudié effectivement la structure des attaques. Quand les gens vous attaquent, c'est massivement sur vos positions en fait géopolitiques, sur évidemment votre défense de l'OTAN, votre défense du président Zelensky. Alors c'est une insulte, ça. Voilà, précisons que la défense de l'OTAN est déconsidérée complètement, bien sûr. Et que je suis favorable et que j'appelle depuis des années à quitter l'OTAN. Oui, tout à fait. Pour créer une défense européenne structurée sans les Américains, ce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il serait peut-être pertinent de faire. Donc je suis même pas un défenseur de l'OTAN. Je suis un adversaire des États-Unis dans l'OTAN. Vous voulez dire que vous êtes gaulliste? Merde. C'est souverainiste, gaulliste, tout ce que vous voulez. On a ouvert quand on ouvre un peu le capot. Patriote, tout ce qui va derrière. Oui, c'est ça dont il s'agit. On parlait effectivement du narratif masculiniste tout à l'heure, mais effectivement, vous réappropriez le terme de patriote et de souverainiste à une époque où on se dit qu'il serait pas mal de faire preuve d'un peu plus de souverainisme dans certain nombre de nos choix. La souveraineté est la base pour pouvoir être capable de faire face aux États-Unis et à la Russie, et qu'on y aille à fond. Mais le problème de vos adversaires, en tout cas sur X, c'est que ce positionnement, il est au niveau européen, il n'est pas que au niveau français. Donc c'est ça qui les gêne aux entournures. National si possible, européen si nécessaire, mais jamais américain, chinois ou russe. Donc ça, c'est mon credo, je répète depuis très longtemps, mais que dans le narratif russe, me dire que je suis un pro-OTAN
parce que je suis pour la défense de l'Ukraine, c'est évidemment parce que l'OTAN a une mauvaise presse depuis suffisamment longtemps qu'ils essaient de m'associer à des choses qui en plus je décris moi-même. Mais ça fait partie de leur narratif d'essayer de me décrédibiliser. Oui, puisque pour rappel, dans le narratif russe, l'un des gros narratifs, en dehors du fait que le régime ukrainien était composé de nazis, c'est que effectivement, c'est l'OTAN, c'est la faute à l'OTAN en fait, et le fait que les Américains aient tendu leur base vers la Russie, et que donc effectivement la Russie était en droit d'envahir l'Ukraine. M'énerve pas, parce que sinon je vais prendre 10 minutes à répondre à ça. Mais oui. je me fais l'avocat du diable, Xavier. Passons à autre chose. Passons justement à la structure des gens qui vous attaquent. Donc on vous critique sur la forme, en fait, l'attitude, le comportement, une espèce justement de cette honnêteté dont vous faites preuve là ici à ce micro, qui gêne un certain nombre de gens parce que vous êtes franc du collier, on va dire. Mais on vous attaque aussi sur le fait que vous soyez rationnel, que vous mentiez et que vous fassiez de la propagande. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous interroger, parce que c'est quand même 15% des gens qui disent « mais c'est un propagandiste pro-Ukraine ». Et j'ai envie de vous dire « et alors ?» Ce que j'allais dire, et alors déjà, pour moi, la propagande, ça implique de mentir pour travestir les faits, pour faire passer une information qui ne va pas être réaliste. Ça, c'est une définition assez restreinte de la propagande en réalité. Mais quand les Ukrainiens m'utilisent en m'invitant dans une usine, etc., ils savent très bien que je sais très bien qu'ils se servent de ma capacité à toucher un public pour diffuser quelque chose, mais qui me semble réel. Quand je vais sur le terrain et que je vois que la réalité, c'est que à chaque fois que je vais dans un quartier général, je vois 2, 3, 5 Russes mourir dans la demi-journée où je suis là, c'est une réalité du terrain. Donc oui, je montre que les Russes meurent dans des assauts à viande débiles, mais en attendant, je ne travestis pas la réalité. Donc c'est pour ça que je sers sans aucun doute le narratif ukrainien, mais pour moi, la propagande, soit on assume de dire que la propagande, finalement, c'est juste la diffusion d'informations, mais moi, ma définition de la propagande, ce serait de travestir les faits. Or, mon but, c'est jamais de travestir les faits. Il y a des gens qui sont des idiots utiles, qui sont invités pour aller constater qu'il n'y a pas de Nord-Coréens en Corée du Nord. Bon, le fait est qu'il y en avait et que le mec s'est ridiculisé. Nord-Coréen en Ukraine. En Ukraine, ouais, qui attaquait Oui, pardon. Il y a des Nord-Coréens en Corée du Nord. Il doit rester quelques-uns. Mais que les Nord-Coréens étaient engagés contre l'Ukraine dans la région de Koursk. Donc vous avez des influenceurs pro-russes français qui ont été sur place, qui se foutaient de ceux qui disaient le contraire. Et qui ont dit « j'ai pas croisé de Nord-Coréens ». Et donc c'était la preuve qu'il n'y en avait pas. Donc ils servent d'idiots utiles. J'ai pas l'impression de servir d'idiots utiles, puisque les analyses que j'ai pu faire au fur et à mesure, quand je disais que la Russie ne serait pas capable de tenir les deux fronts, ils devraient fin mars, et donc en avril ils s'en vont. Quand je dis en août que la contre-offensive va arriver, août 2022, et qu'elle arrive, voilà, il y a un certain nombre d'analyses pour lesquelles j'ai tort, mais il y a un certain nombre d'informations pour lesquelles on me donne des données qui aboutissent à une réalité opérationnelle derrière. Et donc ça fait que pour moi, je ne fais pas de propagande, je suis certes un relais privilégié de données parfois très sensibles, auquel j'ai accès, et tant mieux pour ceux qui peuvent y avoir accès avec moi, mais j'ai pas l'impression que ce soit de la propagande en tout cas. Mais ce à quoi je voulais peut-être vous amener, c'est cette notion de propagande même qui est aujourd'hui manipulée parce que la propagande, ce n'est pas seulement mentir aux gens et manipuler les foules, ou alors peut-être que si, mais c'est aussi le faire pour un certain nombre de valeurs sur lesquelles on peut se mettre d'accord et on se dit oui, on est propagandiste de l'intégrité territoriale de l'Europe, de l'intégrité territoriale d'un pays indépendant. On développe notre communication, on influence, puisque vous êtes influenceur sur ces sujets-là. Et le fait que ça devienne une insulte de faire de la propagande, en fait, on pourrait peut-être se dire qu'on retourne le stigmate de temps à autre, quoi. Ça me dérange pas, si c'est ça la définition de la propagande, ça me dérange pas d'être considéré comme un propagandiste, mais moi l'important c'est je défends les positions que je crois être les bonnes pour la France, pour l'avenir de la France, pour l'avenir de l'Europe, avec une Ukraine qui fait partie et qui doit s'inscrire pour plein de bonnes raisons dans l'Europe, souveraineté alimentaire, souveraineté technologique, ils sont géniaux dans plein de domaines et ça nous apporterait beaucoup d'avoir l'Ukraine, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas cette valeur et qui n'ont pas aujourd'hui une avance technologique sur nous. Donc pour ça, il y a plein de raisons de les avoir avec nous. Donc si défendre l'idée que l'Ukraine dans l'Europe, ce sera bon pour nous, si c'est de la propagande, il n'y a pas de problème. Mais je voyais ça d'une manière effectivement plus restrictive. Et vos adversaires le voient d'une manière effectivement négative. Alors on ne va pas évidemment leur faire de pub et pas les citer, parce que ce n'est pas forcément l'idée sur cette chaîne et dans cette émission. Mais il y en a un quand même sur lequel j'aimerais m'arrêter, parce que je trouve que c'est quand même assez fascinant, cette espèce de némésis de double médiatique qui est Xavier Moreau. Puisque d'une, il s'appelle Xavier aussi.
Ce qui amène un certain nombre de gens à parfois vous confondre. Hein, ça arrive, on l'a vu dans les messages. Alors, il faut le vouloir pour vous confondre, mais c'est juste Xavier. Bon. Et ça m'a fait penser à un essai écrit par une autrice qui s'appelle Naomi Klein et qui s'appelle Doppelganger, donc le double. Et en fait, elle, on la confond avec Naomi Wolf, qui est une influenceuse d'extrême droite, alors que Naomi Klein se situe dans le camp des progressistes. Donc, elle écrit tout un essai dessus. Je le conseille à vous et aux gens de propagation. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle a une espèce de miroir inversé de symétrie qui la choque et qui l'amène à réfléchir sur ces sujets-là. Est-ce que cette figure de Xavier Moreau, qui est aussi un ancien militaire, vous a peut-être perturbé ou troublé à certains moments ou pas du tout? Non, alors moi, ce qui est compliqué, c'est comme je m'interdis les attaques personnelles, je m'interdis le clash, je m'interdis aussi tout un mode de communication rigolo qui permet quand même d'adhérer. Parfois, il y a des insultes que je trouve rigolotes. Et que c'est vrai que mais j'arrive pas. Enfin, je m'interdis de le faire pour une question d'honneur, de respect. Mes adversaires, je suis prêt à leur parler à partir du moment où ils m'ont pas insulté. Et donc dire que je suis à la propagande ce que Goebbels était à l'information, je trouve la punchline géniale. Voilà. Mais je trouve ça très rigolo, mais je m'abaisse pas à ce genre de choses. Et donc quand Xavier Moreau et d'autres utilisent l'insulte, pour moi, c'est juste un palier qui fait que ce ne sont plus des gens avec lesquels je peux parler, que leurs mensonges aujourd'hui doivent être signalés. Et le vrai problème, c'est, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est l'incapacité des médias sociaux à arrêter des narratifs mensongers. Quand il y a des éléments, par exemple, qui sont des faux sites web qui singent un vrai site web. Comme par exemple, ce matin, j'ai partagé sur Twitter une analyse sur Naboo. Naboo, c'est le bureau anticorruption ukrainien, qui soi-disant aurait identifié que dans le cadre de la future vente des Rafales à l'Ukraine, il y aurait 2 milliards de dollars de rétrocommissions qui seraient arrivés sur le bureau du général Mandon, chef d'état-major de l'armée française. Actuellement, c'est chef d'état-major des armées françaises. Et que Zelensky, Macron, tout le monde en a profité. Et que c'est un site qui reprend l'intégralité du site officiel de Naboo, et que ça, c'est partagé. Cette information est fausse. Le site n'existe pas. Le site existe, mais le site est faux. Est un doppelganger, pour le coup, pour reprendre ce terme, qui est aussi le nom d'un réseau russe de faux sites d'information. Twitter, Facebook, YouTube doivent systématiquement supprimer tout lien qui pointe vers ce site. C'est pas compliqué. Et donc, on ne joue pas à armes égales. Parce qu'on a face à nous des gens qui savent créer du buzz et de la désinformation et des vidéos qui sont fausses, pour plein de raisons. Parfois, c'est juste pour faire de l'argent, comme le gamin en Afrique qui s'est amusé à faire de l'IA pour dire qu'il y avait un coup d'État en France. Il a fait des millions de vues. Un jeune homme burkinabé qui faisait plein de tests comme ça pour voir les vidéos. Mais pour se faire de l'argent, puisque sa vidéo fait des millions de vues. Et 1 million de vues, c'est 2 000 € sur YouTube. Ce qui au Burkina Faso est pas Ce qui est pas mal. Donc, il faut imaginer un petit peu pourquoi est-ce que ces gens le font. Parfois, c'est parce que c'est un burkinabé qui veut manger. Et parfois, c'est parce qu'ils vont propager cette désinformation. Et le narratif mensonger punchline, il touche 8 fois plus. Il est 8 fois plus partagé que des éléments factuels ou de correction. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'on ne va pas répondre à la même vitesse. Quand les Russes, en 2014, vont sortir des fausses images satellites validées par l'association du syndicat des ingénieurs russes, qui prouvent qu'il y a un avion ukrainien qui abat l'avion malaisien MH17 au-dessus du territoire ukrainien, on se rend compte, 36 heures plus tard, que le fond de carte, c'est Google Maps, que l'avion qui vole, c'est un Boeing 767 au lieu d'un Boeing 777. Donc, on sait le démonter, mais 36 heures plus tard. Ça s'est déjà propagé. Elle a fait un buzz de dingue, et la réponse à ce mensonge, elle va être beaucoup moins partagée, y compris par les médias qui ont balancé la fausse information 2 jours plus tôt. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. La correction de l'information est beaucoup plus compliquée, circule beaucoup moins qu'un fait qui s'avère faux par la suite. Malheureusement, vous avez mentionné les plateformes effectivement sur lesquelles circulent ces informations. Là, pour le coup, c'est le cœur du sujet de propagation. On en parle à chaque émission ou presque. Et effectivement, retirer un lien qui pointe vers un site, c'est pas très compliqué. On le dit depuis des années. On le disait sous l'administration Biden. Le dire sous l'administration Trump avec l'ensemble des patrons de ces plateformes qui font allégeance littéralement à l'administration Trump 2, est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut jouer? Mais il faut s'imposer. Il faut aller au rapport de force. À chaque fois qu'on fait un rapport de force avec Trump, on le gagne. Quand les Chinois vont au rapport de force, il annule les surtaxes douanières. Quand la France, leader quand même, aujourd'hui je suis quand même content, je suis pas macroniste, je suis plus à droite. Mais quand on a Macron qui a cette position
mon Dieu, enfin on représente quelque chose, enfin on est leader de quelque chose, et enfin on accepte ce rapport de force qui fait que Trump a renoncé à nous mettre des taxes parce qu'on refusait de lui donner le Groenland. Mais si on va à la confrontation et qu'on fait peser sur Donald Trump la réalité de ce que c'est que virer les Américains d'Europe, il perd ses radars pour sa défense aérienne pour voir les missiles arriver, si on annule les 300 milliards de dollars de contrats d'armement qu'on a déjà passés et qui vont nous être livrés dans les prochaines années, 300 milliards. Mais les Américains, on a des moyens de pression énormes, mais on n'arrive jamais à s'autoriser à dire aujourd'hui, comme l'ont fait la Turquie, comme l'ont fait je sais plus le Brésil, à dire par rapport très à clairement, Elon Musk et à X notamment. tu nous fais des fausses informations, j'interdis l'accès à ton réseau social. Et c'est pas pour faire de la censure. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de contenus qui sont mensongers. Et c'est ça la différence entre une analyse qui peut se révéler fausse et un mensonge. Empêcher une analyse qui est peut-être fausse, mais il faut la lutter, il faut lutter contre, et permettre à des narratifs faux et qui aboutissent à dissoudre nos sociétés, de se propager librement, ça c'est un vrai problème. Et ces questions-là, effectivement, on en parle régulièrement, et des gens de l'ensemble du spectre politique, puisque vous avez mentionné votre position sur l'échiquier, commencent à se ranger derrière effectivement cette idée, même celles et ceux qui, comme moi, viennent d'Internet et se sont construits sur Internet et militaient pour l'open web, l'information doit être libre, etc. On en vient effectivement, la réalité nous frappe de plein fouet. L'information. Pas la désinformation. Absolument. Ça, c'est vraiment un élément important. Mais pareil, moi, l'open source et l'Ukraine survit grâce à l'open source, grâce à l'intelligence collective, grâce au nombre, parce qu'ils utilisent que des logiciels comme Linux et tous les autres, ArduPilote, etc. Bien et sûr. tout est basé sur le concept communautaire. Donc moi, je mets 1000 fois oui. Et avoir un accès illimité à de l'information de qualité, mais où est-ce qu'on signe ? Qui était la base de l'utopie d'Internet. On peut continuer à y croire aujourd'hui. Revenons aux bases et revenons à l'utopie d'Internet. Pour conclure cet entretien, parce que malheureusement on est pris par le temps, mais on aurait pu, et je le dis tout le temps au micro de propagation, et là, même en vidéo, du coup, on aurait pu continuer pendant encore 1 heure, et on le refera peut-être un jour. Mais je voulais juste vous entendre sur effectivement un certain nombre de, par rapport à tout ce dont on a parlé, un certain nombre de solutions possibles autour de la question de l'information. Vous avez mentionné notamment, vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale il y a quelques années, vous avez mentionné une réserve aux INT. Je trouvais que c'était une bonne idée, des réservistes aux Inter qui viendraient soutenir les efforts, par exemple, de l'armée ou d'un certain nombre d'autres acteurs publics institutionnels français. C'était une bonne idée. Est-ce que ça avance, ça n'avance pas, ça en est où ? À ma connaissance, les barrières, c'est qui donne l'information. Je rêve que la direction du renseignement militaire puisse dire à la communauté Internet, au regard de toutes les vidéos qui sont sur Internet, là, le char T80, quelle est la meilleure manière de le taper ? À quel endroit il faut le taper pour que je puisse entraîner mon intelligence artificielle pour le taper dans la nuque du char ou dans la roue ou dans le canon ? Mais demandons à la communauté de trouver ça. Et je suis persuadé que plutôt que d'avoir quelques dizaines d'ingénieurs de l'armement qui vont mettre des mois à trouver une solution... Qui font ce qu'ils peuvent, mais ils sont très bons, c'est pas ça. C'est que face à des milliers de bénévoles, regardez le cas du crash du MH370, où les bénévoles, de par leur nombre, de par leur capacité, ont été capables d'aller très loin. Par exemple, au début, il y avait TomNode sur lequel il y avait des photos satellites et les gens étaient chargés d'essayer de trouver s'il y avait un truc qui flotte. C'était pas la bonne zone. Mais néanmoins, un humain n'aurait pas pu le faire et l'intelligence artificielle n'existait pas à l'époque. Donc il y a un certain nombre de réussites qu'on voit opérationnellement, dont le crash du MH17, je pense, c'est le cas le plus abouti, puisque les gens qui ont fait ces investigations ont été officiellement auditionnés pour savoir quels étaient les résultats de leurs enquêtes. On pourrait le faire dans tous les domaines. Quelle est l'épaisseur du métal du bateau nord-coréen ? Qui a tapé cette petite fille à partir des images voilà. Mais ça, on pourrait faire des choses qui sont grandes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réalité opérationnelle. Il y a un cas, qui à l'époque, c'était 4chan aux États-Unis. On s'en souvient. Un forum sur lequel traînaient un certain nombre de gens. De tout camp. Ils avaient identifié des positions de l'État islamique au Levant, en Irak, en Syrie. Des officiers russes sont venus leur dire « Bonjour, je suis officier russe, je vois vos informations. Ça, c'est pertinent. On va peut-être l'exploiter. » Et quelques semaines plus tard, ces cibles étaient traitées. Il y a une partie de la communauté OSINT qui s'est dit « Putain, mais
c'est les Russes qui sont les gentils. C'est les Russes qui nous écoutent. D'accord. On est déconnectés. Nos élites sont déconnectées. Ils ne nous écoutent pas quand on trouve des informations. Parce que les Russes surveillent Internet. Et les Russes surveillent Internet. Et ils ont des donc on officiers agit secrets. sur une info Américaine. enfin trouvée par des Donc il y a quelques petits des exemples civils américains. dans lesquels on prouve Mm. qu'on peut être efficace. Et ben, structurons cette information quand on va essayer de trouver où sont les otages dans telle et telle zone. Et je Ça suis pose sûr qu'on trouvera des évidemment, je résultats. suppose, un certain nombre de problèmes à l'armée au niveau quelle est ma source la confidentialité des données, Qui etc. me donne l'info Et de l'accès aux données. Qui me donne cette info? Mm. Si c'est pas quelqu'un que je connais, je m'interdis de la réceptionner. Donc c'est des informations qui sont cotées en service de renseignement, C'est ça. A, B, C, D, E. Et donc ça, c'est la valeur de ma source. Et la valeur de l'information, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Une info très crédible par une source pourrie, a priori, on va même pas la regarder, malheureusement. Ce qui est un bon premier conseil. Et en dehors de cette réserve aux INS, si vous aviez une ou deux idées de justement pour sortir un peu de cette gang informationnelle dans laquelle on est toutes et tous pris par rapport au narratif russe et maintenant états-unien d'ailleurs. Alors déjà, même individuellement, on peut s'engager dans la réserve opérationnelle de l'armée en commandant des opérations cyber. Il y a plein de choses à faire, même super intéressantes pour des gars qui travaillent chez Orange Business Service et qui se disent que 2 jours par mois, ils se feraient bien un truc sexy qui change de l'ordinaire. Je suis sûr qu'à la gendarmerie, il y a plein de choses super sexy dans le domaine de l'OSINT et de la recherche de l'information. Mais effectivement, il y a des analystes sérieux, il y a des comptes qui sont clairement identifiés comme étant faux, factuellement, avec tous les commentaires qui vont en dessous. Donc ces éléments-là, on peut y répondre. Et moi, j'avais eu l'occasion de demander à ma communauté d'interpeller des journalistes qui disaient des mensonges sur plusieurs sujets, et notamment sur le MH17 à l'époque. Quand vous avez des journalistes qui se font interpeller, ou des politiques, par des dizaines de comptes, ça c'est faux pour telle raison, voilà la source, ces gens-là finissent par changer également leur narratif. Donc moi je crois toujours à la force de la quantité. Si votre député raconte n'importe quoi, interpellez-le et moquez-vous de lui. Et montrez-lui qu'il a tort pour telle et telle raison. Je suis persuadé que les gens corrigent, s'interdisent de mentir quand ils se ridiculisent en mentant. On a encore en démocratie de la gentilité sur un certain nombre de sujets et on peut notamment participer, si on le souhaite aussi, à votre Discord d'OSINT qui est encore ouvert et sur lequel il y a pas mal de J'y vais un petit peu moins malheureusement, faute de temps, mais j'ai toujours des communautés qui se structurent et qui continuent à faire des analyses qui sont assez sexy. Eh ben, écoutez, en tout cas, nous, on vous souhaite de continuer à promouvoir ces analyses qui sont assez sexy ou pas. On vous souhaite de continuer à aller sur le terrain, de poursuivre le développement de votre chaîne YouTube. Je vous le rappelle, 575 000 là presque. Merci donc, aux derniers qui sont arrivés. Continuez à vous abonner à la chaîne de Xavier Titelman. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. Et moi, ce que je peux vous dire à vous, auditrices, auditeurs et spectateurs, je vais regarder la caméra, c'est de continuer à évidemment propagation, comme on le dit souvent, et à vous abonner sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles on est présent. Il y en a un certain nombre, je crois, à l'heure actuelle. Je vous laisse trouver. Vous êtes bons en OSINT. À la semaine prochaine.